Un homme assis majestueusement sur un trône avertit quelqu'un de se préparer à partir pour Erugo, première princesse de Sylvain. Aristina regarde Sa Majesté sans émotion, sans prononcer un mot. À ce moment-là, les sujets du roi murmurent que la princesse doit épouser le barbare. Les gens soutiennent qu'un tel acte du dirigeant est trop cruel, puisque son sang coule à Aristina. L'homme dit que cet événement est pour lui un bonheur, puisque le sang noble de sa fille inutile peut être utilisé au moins de manière aussi rentable. La jeune fille regarde le sol, réalisant qu'elle devra désormais se rendre dans l'état hostile d'Airugo pour contracter un mariage politique. L'héroïne suivit sans réserve les paroles de son père et partit en voyage un mois plus tard. Une fois dans la voiture, Aristina montre son majeur par la fenêtre et dit à tout le monde de disparaître de ce monde. Un sourire joyeux apparaît sur le visage de la princesse et elle regarde joyeusement le ciel. S'étant un peu éloignée du palais, la blonde expire de soulagement, car elle s'est enfin débarrassée de sa patrie détestée. Le père de l'héroïne est un roi qui aimait intimider sa fille de toutes les manières possibles afin d'en faire une gagnante. Un jour, alors qu'Aristina avait 6 ans, elle s'est réveillée et a vu que toute sa chambre était en feu. Si la jeune fille avait alors hésité et n'avait pas pu sortir, elle serait morte. Ce jour-là, le roi regarda avec des yeux affolés la princesse, qui ressemblait à un morceau de charbon. L'homme qui a verrouillé toutes les fenêtres et allumé le feu était le père du personnage principal. Lorsqu'elle a réalisé qui avait mis sa vie en danger, la jeune fille a cessé de se soucier des brûlures. Elle a seulement ressenti une douleur venant de son cœur. Après cet incident, Aristina a été séparée de sa sœur cadette. L'héroïne a passé 10 ans en captivité, et ce temps a suffi pour que son cœur brûle jusqu'au sol. La princesse se touche la tête, pensant que pendant cette période, elle a pu revoir sa vie passée. L'héroïne regarde par la fenêtre, inquiète à l'idée de laisser sa sœur cadette, Ronelle, seule dans cet endroit. Aristina repousse ses pensées d'elle-même, réalisant qu'elle doit maintenant penser à son avenir. La jeune fille commence à se souvenir de ce qu'elle sait de l'étau d'Airugo. Airugo est une terre barbare entourée de démons et un lieu gouverné par le feu et le fer. Les barbares ne sont pas des personnes ou des démons, mais des créatures unies entre elles. Aristina se souvient des paroles de son père, selon lesquelles elle dormirait dans le même lit qu'une personne associée à un démon. La princesse comprend que son père était mécontent qu'ils aient réussi à éviter la guerre avec un État qui leur était ennemi. Pendant longtemps, tout le monde a cru que Sylvain était un pays conquérant, mais le territoire d'Airugo n'a pas été conquis, alors le roi a décidé de s'en emparer. Cependant, cette bataille a conduit à la défaite du pays conquérant, et la raison de la perte était le futur mari du personnage principal, Tarkan. Sylvain proposa une trêve, estimant que de nouvelles actions militaires n'entraîneraient que des pertes. Airugo savait que la guerre serait un fardeau pour le pays. C'est pourquoi ils proposèrent un mariage de convenance, ce qui signifiait une alliance entre États. Cependant, la trêve n'a été conclue que pour gagner du temps, puisque le roi ne pensait pas à mettre fin à la guerre. Sa Majesté envisageait de priver ses adversaires de la détermination de gagner, puis de recommencer la guerre et d'occuper le territoire. Si la princesse meurt, sa mort retombera sur les épaules d'Airugo. Et puis déclarer la guerre au pays, après avoir conclu une alliance matrimoniale, deviendra un devoir moral. Le personnage principal sourit à ses pensées, pensant à la surprise du roi, si celui qu'il veut tuer lui fait une énorme surprise. Pour que le projet de la jeune fille fonctionne, elle doit établir une coopération avec une seule personne, son mari. Aristina se tient devant une table dressée sur laquelle se trouvent diverses friandises et différents types de thé. La princesse remarque que toutes les personnes derrière elle la regardent attentivement en souriant. À partir du moment où la blonde a été envoyée en calèche, et non via un portail, elle a commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose de louche. La jeune fille touche sa main, devenue engourdie après 10 jours de séjour continu dans la voiture. La blonde se souvient du comportement maladroit des chevaliers qui frappaient à sa fenêtre alors qu'elle se changeait d'une robe inconfortable. Pour une raison inconnue,
Il a été demandé à la princesse de quitter le transport de manière inattendue, et ils ont même préparé des desserts. Une des filles qui se tient à côté d'Aristina l'invite à s'asseoir à table. La fille s'assoit calmement, réalisant que ce n'est pas encore l'heure et qu'elle doit être patiente encore un peu. L'héroïne regarde son reflet dans la tasse et constate que l'eau commence à devenir trouble. L'une des servantes jette soudain de l'eau chaude sur la princesse, souriant victorieusement. Aristina tombe au sol et une grave brûlure apparaît sur sa joue gauche. La jeune fille en robe violette s'excuse auprès de son Altesse avec un faux regret, puis sourit en disant que c'était un accident. Les gens commencent à parler du corps mouillé de l'héroïne, soulignant que ce look convient à la mariée d'un barbare. Tout autour commence à scintiller et à scintiller avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Les ondulations et les nuages disparaissent de la tasse de thé de la princesse, et seule son expression calme s'y reflète. Dans le passé, le roi s'attendait à ce que sa fille ait une capacité appelée « l'œil du roi ». Cette compétence peut permettre à son propriétaire de voir le passé, le présent et le futur. Le personnage principal se rend compte que le lieu et les vêtements correspondent à ce qu'il a vu à travers la tasse. Ce que la blonde voit à travers la surface se produira certainement dans le futur. Une jeune fille en robe violette s'approche avec enthousiasme de la princesse, avec un plateau sur lequel se trouve une cruche d'eau chaude. Au moment où la servante se révèle très proche d'Aristina, l'héroïne tourne brusquement son regard vers elle. Par surprise, la jeune fille commence à tomber et la même cruche vole vers elle. La femme de chambre commence à crier de douleur, alors que de l'eau chaude destinée à une autre femme de chambre lui éclabousse le visage. À côté de la jeune fille, une autre dame hurle, horrifiée par l'apparence actuelle de Lady Brody. La princesse ne regarde que ce qui s'est passé sans nationalisme, réalisant que l'avenir qu'elle a vu avec l'aide des yeux du roi a complètement changé. Une fille aux cheveux roux court vers l'héroïne et lui demande comment cela s'est passé. La jeune fille blonde regarde la rousse avec ses yeux innocents, ne comprenant pas pourquoi on lui pose cette question. Aristina dit qu'elle vient de se lever de son siège. La princesse demande de ne pas parler comme si l'eau renversée était son erreur. La jeune fille aux cheveux roux est gênée par les paroles de l'héroïne, ne comprenant pas pourquoi cette personne stupide parle si doucement. La fille est sur le point de partir, mais Aristina l'arrête en lui disant qu'il pourrait avoir besoin d'elle maintenant, comme nounou. À ce stade, Lady Brody commence seulement à pleurer plus fort, car elle aura désormais une cicatrice sur le visage. L'entourage tente de rassurer la victime en lui disant qu'à son arrivée à Airugo, ils appelleront un médecin. Cependant, la femme de ménage pleure encore plus, car il lui faut encore 2 semaines pour arriver à destination. Aristina regarde attentivement les filles, pensant au fait qu'elles intimident les autres, sans admettre qu'elles pourraient elles-mêmes être blessées. Grâce à cette situation, les dames vont enfin comprendre qu'elles peuvent se retrouver dans la même situation que leurs victimes. Initialement, le personnage principal envisageait d'atteindre sereinement un autre état, mais la scène vue avec l'aide de l'œil du roi a changé sa décision. La princesse ne peut pas utiliser son pouvoir quand elle le souhaite, donc si elle reste assise, elle se blessera. La jeune fille rousse regarde la blonde, pensant qu'après 10 ans d'emprisonnement, elle est devenue vraiment folle. Cependant, la jeune fille est surprise qu'Aristina, sans éducation appropriée, puisse se comporter avec autant d'élégance à table. La rousse reprend vite ses esprits, ne comprenant pas comment elle a pu se permettre de telles pensées. La dame se souvient avec inquiétude de l'ordre de Sa Majesté, se rendant compte qu'elle n'a pas encore pu l'exécuter. Les vêtements de la princesse tombent au sol et ils commencent à les piétiner et à salir les pieds de la rousse. La jeune fille sourit en disant que désormais l'héroïne devra porter les vêtements des pauvres, puisque les derniers vêtements de son Altesse sont devenus inutilisables. À ce moment, Aristina ramasse rapidement ses vêtements par terre et court dans sa voiture. La fille aux cheveux roux regarde avec perplexité la fille aux cheveux blonds qui regarde par la fenêtre. La princesse ferme précipitamment les rideaux, se cachant dans son transport et se cachant des regards indiscrets. Avec ce comportement, la fille du roi confond les dames qui regardent tout ce qui se passe. Après ce jour, les servantes sont devenues plus hésitantes dans leurs actes d'intimidation. Les filles étaient tout simplement capricieuses
et essayait diverses méthodes pour abîmer les vêtements de la princesse. Assise dans la voiture, Aristina rit des tentatives pathétiques des servantes pour l'offenser. Pour elle-même, la blonde trouve ce niveau d'intimidation assez mignon, car désormais, il n'est plus nécessaire de porter des robes serrées et inconfortables. Cependant, l'héroïne se rend compte que même s'il s'agit d'un mariage politique, elle doit préparer un nouvel ensemble de vêtements. Parmi les robes restées en bon état, il ne restait que celles que la blonde portait en captivité. Aristina soupire tristement, car même la robe de mariée qu'elle aimait vraiment s'est avérée ruinée. Enfin, l'héroïne arrive à la porte ouest de l'état d'Eirugo. Les chevaliers debout au sommet de cette porte discutent des rumeurs selon lesquelles les habitants de Sylvain seraient vils et perfides. Un homme aux cheveux violets et une cicatrice sur la joue dit joyeusement que la princesse s'évanouira quand elle les verra. L'homme aux cheveux roux interrompt les conversations des camarades, avertissant qu'une délégation d'un autre État est arrivée à leur porte. Le chevalier de Sylvain, Antère, qui a accompagné son Altesse tout au long du chemin, salue les envoyés d'Eirugo. Les hommes regardent les arrivées avec perplexité, ne comprenant pas pourquoi la délégation n'a tout simplement pas utilisé le portail. Le Shining Knight demande avec arrogance si ces chevaliers sont des guerriers Eirugo. Les hommes regardent autour d'eux les servantes, inquiets de leur tenue et des carrosses ornées de pierres précieuses. Les chevaliers comprennent qu'il n'est même pas nécessaire d'imaginer à quel point la princesse de Sylvain sera magnifique. Cependant, contrairement aux attentes des hommes, une fille aux vêtements sales et piétinés descend du carrosse. Les guerriers d'Eirugo regardent avec surprise la petite princesse sale, la comparant à une sale boule de coton. L'homme aux cheveux roux se tend à la vue de son invité qui arrive, commençant à deviner ce que le roi prépare réellement. Avant d'arriver dans un autre état, le personnage principal s'est rendu compte que Sa Majesté voulait l'envoyer ici de la manière la plus bâclée. Le roi voulait que les chevaliers et les cadeaux luxueux démontrent la forte puissance de combat de Sylvain et que la sale princesse montre l'attitude de l'État envers Eirugo. Les chevaliers commencent à se mettre en colère contre les arrivés, demandant aux invités s'ils laissent entendre qu'épouser leur maître est une humiliation. La blonde accepte calmement cette réaction des guerriers, réalisant qu'il fallait s'y attendre. Cependant, Aristina décide de ne pas être gênée par un tel traitement. Son Altesse s'approche de l'homme aux cheveux roux, qui s'avère avoir au moins 2 têtes de plus qu'elle. L'héroïne fixe son regard sur l'homme, pensant que son mari se tient actuellement devant elle. La jeune fille a tiré cette conclusion parce qu'elle avait été informée auparavant que Tarkan la rencontrerait à la porte d'entrée. En regardant comment et ce que représente cet homme, Aristina comprend que cet homme a le statut le plus élevé à Eirugo. L'homme aux cheveux roux s'incline devant la princesse et lui souhaite la bienvenue sur leur terre. La blonde est agréablement surprise par la courtoisie de l'homme et se réjouit qu'il ne soit pas gêné par son apparence. Cependant, son Altesse est gênée par le fait que l'homme aux cheveux roux lui parle trop poliment, comme s'il avait un statut inférieur à son statut. À ce moment, l'homme se présente comme Durand et dit qu'il a été chargé d'accompagner la princesse. Les yeux d'Aristina s'écarquillent de surprise, car elle est sûre que son mari se tient devant elle. La femme blonde commence à regarder autour d'elle et demande où se trouve maintenant son futur mari, ce à quoi on lui répond qu'il est parti chasser. La princesse sourit à cette réponse, réalisant que sa vie conjugale avec Tarkan ne sera pas très bonne. L'héroïne affirme avec assurance au guerrier Eirugo que le futur mari de son héroïne est très timide à son égard. De tels mots de la part de la jeune fille plongent les chevaliers dans un grand choc. Durand dit maladroitement que son maître a dû partir, car des monstres sont apparus à la frontière. Aristina comprend désormais qu'il s'agissait d'un voyage forcé et non d'une simple chasse. Le blond explique au roux pourquoi il n'a pas immédiatement dit la vraie raison. Durand dit à la princesse qu'il a seulement répondu à la question posée par l'héroïne sur l'endroit où se trouve son mari. Aristina se rend compte que l'homme n'avait pas l'intention de lui mentir. Son Altesse dit au guerrier que même une demi-vérité peut devenir une fausse réponse qui en trompe une autre. La blonde décide que dès la première rencontre, elle doit montrer son côté bon enfant. Cependant,
L'héroïne commence à se rendre compte que cet endroit est différent de l'état de Sylvain et qu'elle n'a plus besoin de s'incliner devant les autres. Aristina comprend qu'il y a devant elle des gens qui sont initialement négatifs à son égard et n'attendent rien d'elle. C'est pourquoi Son Altesse décide de ne pas être à la hauteur des attentes des autres et demande à Durand de ne pas la tromper à l'avenir. L'homme aux cheveux roux regarde attentivement les yeux du personnage principal, brillants comme des étoiles, qui ressortent sur son visage sale. Le guerrier se surprend à penser que la blonde est complètement différente de ses attentes. Au bout d'un moment, on entend les servantes crier, très indignées par la demande des chevaliers, que la princesse s'habille avec les vêtements d'Airugo. Aristina rit de la réaction des domestiques, car auparavant, ils ne s'inquiétaient pas du tout de son apparence. En conséquence, les chevaliers reculèrent d'un pas pour éviter une querelle, puisque le roi n'était pas là. Cependant, malgré l'apparence si négligée et négligée de l'héroïne, les guerriers Airugo restaient toujours polis envers la princesse. L'un des chevaliers s'approche à cheval de Durand et lui demande pourquoi il a si facilement abandonné le comportement des habitants de Sylvain. Redhair répond que c'est parce que le prince veut voir la guerre se terminer complètement, donc il ne devrait pas attiser la controverse pour répandre des rumeurs. Les chevaliers commencent à discuter du personnage principal, disant qu'ils l'aimaient pour ses réponses inattendues. Durand dit aux guerriers de ne pas être trop gentils avec la jeune fille, car les Sylvains pourraient leur envoyer un assassin. Les yeux de l'homme aux cheveux roux s'écarquillent de surprise lorsqu'il voit le grand nombre de voitures stationnées devant le palais. Le guerrier ne comprend pas pourquoi tous les membres de la famille royale sont ici maintenant et se soustrait à leurs devoirs. L'une des filles avec une queue de cheval haute rapporte que la délégation de Sylvain est arrivée. Une femme blonde descend de voiture et les yeux de tous les gens rassemblés devant le palais se tournent immédiatement vers elle. Aristina compare les regards inquisiteurs avec les lances et les flèches qui volent vers elle. La jeune fille aux cheveux roux sourit et demande à la princesse si elle pensait que les choses changeraient si elle atteignait Airugo. Les servantes discutent du fait qu'il s'agissait d'une réception attendue, et finalement Son Altesse se rend compte de sa place. Durand regarde attentivement les filles, ne comprenant pas pourquoi elles ne protègent pas Aristina, mais plutôt l'humiliant. Derrière le dos du chevalier de Sylvain, Antera, apparaît une silhouette se dirigeant vers lui. L'étranger passe devant le Sylvanian et lui arrache des mains un tissu en soie précieuse. L'homme crie à l'intrus qu'il s'agit d'un matériau précieux qui ne peut être échangé même contre un coffre d'or. N'écoutant pas la plainte du chevalier, l'inconnu jette un tissu sur la blonde, la protégeant des regards indiscrets. La princesse est ramassée, mais par surprise, elle commence à essayer de se dégager de l'emprise, ce qu'elle n'y parvient absolument pas. Ses tentatives pour descendre s'arrêtent, lorsqu'Aristina entend la voix forte d'un homme, disant que tous les objets de valeur devraient être donnés à sa fiancée. Son Altesse regarde fascinée les yeux pétillants de son futur époux, comme les rayons du soleil. La jeune fille étudie le visage de Tarkan, pensant que tous les habitants d'Airugo sont très grands. L'héroïne remarque également que même si l'homme n'a pas dit un mot, les fiers Sylvains n'ont pas prononcé un mot. Tarkan dirige son regard prédateur vers les personnes rassemblées près de son palais. La fille se détourne de son regard de peur et le gars essaie d'entamer une conversation, mais n'a pas la force de dire quoi que ce soit de cohérent à cause de la peur. L'homme aux cheveux noirs ne reste pas longtemps à l'entrée et porte la mariée sur les marches avec sa fiancée dans ses bras. Le prince place délicatement la blonde, encore enveloppée dans du tissu, sur le siège. Takran prévient la princesse de ne pas se tromper, en l'aidant parce qu'il n'aimait pas que ses frères et sœurs parlent d'elle. L'homme souligne particulièrement dans son discours qu'il ne l'a pas fait à cause de la beauté de son épouse. Aristina comprend les paroles du marié, car elle serait plus surprise s'il l'aimait à son image actuelle. Tarkan se tourne vers les servantes, leur demandant d'aider son Altesse à prendre un bain. La jeune fille blonde jette un coup d'œil sur les vêtements de l'homme et remarque qu'ils sont tachés du sang des monstres. La princesse rappelle à son futur mari qu'ils ne sont pas encore mariés. Le prince Airugo et la servante tremblent aux paroles de l'héroïne. La fille du roi regarde cette réaction du marié avec incrédulité, car elle voulait juste décider
Qui irait en premier prendre un bain? Takr calme le blond en lui disant qu'il va manger une fille aussi sale, même après s'être lavé. Aristina demande à l'homme aux cheveux noirs ce qu'il vient de dire, alors qu'il pense lui-même que ces mots auraient su blesser la mariée. Le prince s'arrête, réalisant que les princesses qui ont grandi dans de beaux châteaux ne sont pas traitées de cette façon. La blonde interrompt les pensées de l'homme, le traitant de pervers. Takr Khan, la voix irritée, demande pourquoi la princesse l'a appelée ainsi, ce à quoi elle répond que pour de telles personnes, peu importe avec qui, une boule de poussière ou une personne. À ces mots, le prince Airugo rappelle que lorsqu'on lui a demandé de se laver, l'héroïne a répondu qu'il n'était pas encore marié. La réponse de la mariée surprend l'homme aux cheveux noirs, car elle dit qu'ils ne peuvent pas nager ensemble parce qu'ils ne sont pas mariés. L'homme soupire et dit à la blonde qu'il se lavera ailleurs. Aristina rougit, car pendant sa captivité, elle a oublié le fait évident que les châteaux ont plusieurs endroits pour se baigner. Son Altesse s'approche de la servante et lui demande de l'accompagner au bain. Tarkan regarde la mariée qui s'en va, pensant qu'elle est une fille plutôt étrange. Au début, lors de leur première rencontre, l'homme pensait qu'Aristina pleurait. Comme la jeune fille est liée par des liens de sang aux aristocrates de Sylvain, elle a grandi dans un magnifique palais et n'était pas habituée à des situations aussi honteuses. Cependant, l'héroïne semblait être devenue sans émotion, car elle n'était plus capable d'être fière. Le prince Airugo croise les bras sur sa poitrine, ne comprenant pas pourquoi son épouse a l'air si sale et négligée. La princesse regarde avec admiration le bain rempli d'eau chaude. Au fond, Aristina espérait que l'eau ne serait pas trop froide, mais elle ne s'attendait clairement pas à un tel accueil. Les 3 servantes saluent respectueusement son Altesse en lui disant qu'elles l'aideront à prendre son bain. La jeune fille blonde les regarde avec surprise, car elle n'a pas été soignée de la sorte depuis sa petite enfance. Avant cela, l'héroïne n'avait rencontré que des servantes qui l'ignoraient constamment. Un tel comportement respectueux est donc étrange pour elle. Pendant que les filles lavent les cheveux d'Aristina, elle se donne pour mission de rallier son mari à ses côtés. Les procédures de bain s'arrêtent soudainement, alors que les femmes de chambre se figent sur place. La princesse tourne la tête vers les filles et leur demande ce qu'il y a. L'une des filles semble fascinée par les yeux violets mystiques et les cheveux argentés étincelants de son Altesse. Ayant repris leurs esprits, les servantes s'inclinent devant l'héroïne, s'excusant de la suspension des procédures de bain. Enfin, Aristina plonge dans l'eau chaude, profitant de la température de l'eau et du parfum des roses. Les servantes ont aidé la princesse à se rincer les cheveux plusieurs fois, puis la jeune fille les a renvoyés pour enfin se reposer. Au bout d'un moment, l'eau du bain commence à changer de couleur, devenant comme un ciel étoilé. Aristina soupire, réalisant que c'est dans une telle situation que la vision devrait apparaître. Des clapotis d'eau se font entendre, signe de l'activation de l'œil du roi. Tarkan apparaît dans l'eau, toujours vêtu de vêtements tachés de sang. La jeune fille commence à prier pour que ce soit un passé proche, car elle ne veut absolument pas avoir un mari ayant un penchant pour les vêtements sales. Derrière l'homme, quelqu'un l'appelle et il y tourne son regard. Tarkan salue la fille qui s'est approchée de lui en l'appelant Diona. Une fille aux cheveux bleu foncé demande à l'homme aux cheveux noirs ce qui l'a fait plonger dans de profondes pensées alors qu'il n'a même pas remarqué son approche. L'homme détourne le regard, répondant qu'il ne pensait à rien. Diona pose la main sur celle du prince, lui demandant s'il aimait la princesse de Sylvain. Aristina regarde cette scène avec surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que la conversation se tourne vers elle. Son Altesse se demande comment un homme se comporte habituellement lorsqu'on lui pose de telles questions. Tarkan est surpris par la question de Diona, ne comprenant pas comment elle a pu admettre l'idée qu'il pourrait aimer cette princesse. L'homme aux cheveux noirs dit que la jeune fille elle-même sait très bien que son cœur est immuable. En sortant du bain, Aristina pense à cette fille aux cheveux bleus. L'héroïne décide que si Diona s'avère être l'amante de Tarkan, cela pourrait faire son jeu. La servante demande à la princesse de la suivre pour qu'elle puisse lui montrer où se trouve sa chambre. Mais la blonde lui dit de l'emmener chez son futur mari.
Bien que le personnage principal veuille se reposer, elle a désormais la possibilité de se débarrasser des regards inquisiteurs. Au même moment, serviteurs et soldats arrivés de Sylvain inspectent les décorations intérieures, s'émerveillant de la beauté du palais barbare. Dans le bureau du prince Dion, il verse du thé dans une tasse, heureux que Tarkan soit resté le même. La jeune fille a été surprise lorsque l'homme a défendu la princesse de manière inattendue. Mais il est toujours le même, élégant et dangereux. Une femme de chambre entre dans la pièce et annonce que la princesse Sylvanus est arrivée pour voir son Altesse. Tarkan soupire et autorise Aristina à venir vers lui. La porte s'ouvre et une fille d'une beauté sans précédent aux cheveux argentés entre dans le bureau. Le prince demande avec surprise si la princesse se tient actuellement devant lui. La blonde hoche modestement la tête, ne comprenant pas pourquoi tout le monde, y compris son fiancé, réagit ainsi à son égard. Son Altesse s'assoit sur le canapé, pensant que tout le monde la compare probablement à ce morceau de poussière. Aristina croise le regard de Diona légèrement rougissante. La princesse prend la cruche pour se verser une tasse de thé. Voyant ce mouvement, Diona s'enfuit et s'excuse auprès de l'héroïne, craignant qu'elle pense qu'elle est ignorée. La jeune fille aux cheveux bleus salue son Altesse et se présente à elle par son nom. À ce moment-là, Diona se souvient à quel point elle était heureuse que ce ne soit pas la deuxième princesse, célèbre pour sa beauté, qui vienne vers eux. Mais maintenant, il n'y avait plus aucune raison de se réjouir. Tarkan se tourne vers celle aux cheveux bleus, lui disant qu'elle peut être libre. La jeune fille pince les lèvres et son corps commence à trembler de colère. Malgré cela, Dion s'incline respectueusement devant la princesse avant de partir. Le prince s'assoit sur le canapé, en face du personnage principal, et lui demande pourquoi elle est venue vers lui. Son Altesse dit qu'elle est venue le voir, parce qu'ils vont bientôt se marier, et qu'elle souhaite passer du temps avec lui. Aristina se dit avec indignation que ce n'est pas elle-même qui s'est portée volontaire pour épouser un homme. L'instant suivant, les yeux de la jeune fille s'ouvrent grands et une rougeur apparaît sur son visage. L'héroïne regarde le thé, se réjouissant que ce soit le thé le plus délicieux et de la plus haute qualité qu'elle ait jamais bu. Bien que la femme blonde ne soit pas venue ici de son plein gré, elle ne pensait pas qu'elle passerait un si bon moment. Aristina pose la tasse sur la soucoupe et commence la conversation en disant qu'elle n'est pas venue pour avoir une belle conversation avec Tarkan. La princesse ferme les yeux, comme si elle décidait de quelque chose. Ensuite, l'héroïne ouvre brusquement les yeux et invite d'une voix confiante le marié à commencer à faire des affaires ensemble. Pour la blonde, ni l'amour ni le pouvoir n'ont beaucoup de sens. Tout ce que la jeune fille veut, c'est gagner beaucoup d'argent et acheter sa liberté, aller là où personne ne peut l'enfermer. Aristina va garder un œil sur ces visions qui n'apparaissent qu'à la surface de l'eau. Et pour cela, elle a besoin d'argent. À la proposition de la princesse, Tarkan fait la grimace. L'héroïne rassure l'homme en lui disant qu'elle n'a pas la maladie de l'entrepreneur, dans laquelle on souhaite gagner beaucoup d'argent en prenant des risques. Le prince devient encore plus irrité lorsque la jeune fille dit qu'elle ne demande ni prêt ni investissement et qu'elle ne peut pas garantir le succès de l'entreprise. Voyant l'expression de l'homme, Aristina lui demande de ne pas la regarder de cette façon. Comme la blonde n'a parlé aux gens que quelques fois, elle décide d'expliquer son idée plus en détail. La princesse dit que le mariage arrangé l'a politiquement liée à Tarkan. Ils doivent donc former une alliance victorieuse. Le prince sourit aux paroles de l'héroïne, puisque personne ne lui avait jamais dit une chose pareille auparavant. L'homme aux cheveux noirs demande à son Altesse ce qu'elle peut lui offrir s'il l'aide. Après ces mots, la blonde s'adresse soudain au prince par son nom, le frappant ainsi. Aristina croise les doigts, répondant par une question à ce que Tarkan lui-même aimerait obtenir d'elle. La princesse sourit gentiment, pensant qu'elle sait déjà ce que veut un homme, grâce à l'œil du roi. Le prince détourne la tête et répond à l'héroïne qu'il ne sait pas ce qu'une fille peut lui donner, qui ne pourrait pas tenir une fourchette dans ses mains maigres. Son Altesse regarde ses paumes, disant que ce sont les mains ordinaires d'une jeune fille sylvestre. Réalisant que Tarkan ne lui fait pas du tout confiance,
Aristina se lève de son siège en disant qu'ils doivent s'asseoir à la table des négociations. En s'approchant de la porte, la blonde dit qu'avant de signer, il faut vérifier la marchandise. Dans l'enceinte du palais, les serviteurs décident de discuter de l'épouse du prince Airugo, affirmant qu'une princesse qui ressemble à un mendiant ne peut pas convenir à leur maître. La jeune fille dit aux autres que même si tout le monde a dit qu'Aristina était simplement malade, en fait, elle souffre d'une maladie mentale. Blonde a été maintenue en isolement pendant 10 ans précisément parce que sa conscience, sa cognition, la quitte constamment puis revient. La servante est horrifiée par une telle nouvelle, puisque leur maître doit épouser un tel homme. L'homme précise que si son Altesse Tarkan devient l'héritier, alors Aristina deviendra l'épouse du prince héritier. La servante est d'accord avec les paroles du serviteur, affirmant qu'avec un tel résultat, l'autorité d'Airugo sera minée. La jeune fille dit que bien que Tarkan soit le favori du roi, le prince Kamir sera le meilleur héritier. L'homme interrompt la femme de chambre, la faisant se taire et se retourner. Son Altesse Tarkan croise un serviteur et se dirige quelque part. La jeune fille décide de mieux faire attention à ses paroles, puisque désormais le prince est souvent au palais à cause de la fin de la guerre. Bien que les filles ne soient pas habituées à voir un homme si souvent, elles sont heureuses à chaque fois qu'elles regardent la magnifique apparence de l'homme aux cheveux noirs. Alors que la servante réfléchit à la beauté des cheveux étincelants de l'homme, elle remarque quelqu'un qui marche à côté de lui. Cet inconnu s'avère être le personnage principal qui essaie de suivre la marche de Tarkan. Les filles se regardent sous le choc, ne croyant pas que la jeune fille en haillons se tient à côté de son Altesse. Les serviteurs décident de se rendre rapidement au palais de la reine, discutant simultanément de ce qu'ils ont vu. Le roi Airugo, seigneur des plaines des monstres de sang et de fer, Nephter, est informé que la princesse souhaite le rencontrer. La réunion officielle avec la délégation de Sylvain n'aura lieu que demain, donc l'homme ne comprend pas pourquoi la jeune fille a décidé de se rencontrer maintenant. La deuxième princesse de l'état d'Airugo, Yerenika, propose d'accepter la rencontre, puisqu'à l'avenir, Aristina deviendra membre de leur famille. Le roi sourit aux projets évidents de sa fille, sachant que celle aux cheveux roses est également allée avec les autres princesses voir la mariée. L'homme dit au serviteur qu'il n'a aucune affaire avec le gouvernement pour le moment, afin que l'héroïne puisse venir vers eux. La jeune fille aux cheveux roses sourit triomphalement, car elle imagine déjà comment elle expose la princesse Sylvain au ridicule devant le roi. Yerenika réfléchit à ce que son frère va dire maintenant, s'il demandera ou non à changer les conditions du mariage. La princesse Airugo sourit gentiment en saluant ceux qui entrent. La fille aux cheveux roses croit que personne d'autre qu'elle ne peut être la préférée de son père. Aristina entre dans le bureau du roi et fait la révérence, le remerciant que le souverain lui ait accepté une demande aussi inattendue. L'héroïne a tout fait avec tant d'élégance et de grâce que le corps d'Erenik a commencé à trembler de colère. Le pétrolier ordonne aux serviteurs d'apporter rapidement du thé et des friandises aux invités. La jeune fille soupire de soulagement, se réjouissant que la salutation du souverain de ce pays ait été un succès. Auparavant, la blonde apprenait les bonnes manières en utilisant l'œil du roi. Dans l'eau renversée sur le sol, Aristina observait le déroulement des cours d'étiquette. La princesse s'assoit sur le canapé et le dessert qu'elle a vu grâce à son pouvoir, la gelée frin-franc, est placé devant elle. Ce plat est spécial, car, contrairement à la gelée ordinaire, il est plus élastique et a un goût aigre doux. Son Altesse regarde le dessert avec fascination, voulant l'essayer le plus tôt possible. Cependant, la blonde est arrêtée par le fait qu'elle n'a pas encore prouvé sa valeur. Tarkan, assis à côté de lui, regarde d'un air absent l'humeur progressivement changeante du personnage principal. En conséquence, Aristina décide de démontrer sa capacité à vendre pour le bien de Tarkan. Le prince regarde toujours la blonde avec incrédulité, espérant qu'elle ne sera pas complètement confiante pour essayer de vendre quelque chose à son père. Au même moment, le roi Airugo regarde son fils et son épouse, pensant qu'ils ont rapidement développé une relation l'un avec l'autre. Nephter demande à la princesse pourquoi elle est venue la veille de l'audience officielle.
Son Altesse dit qu'elle a une question dont elle aimerait discuter avec le souverain, mais qu'elle n'est pas autorisée à la terminer. Le reste des princes et princesses d'Airugo entrent dans le bureau du roi, interrompant la réunion privée d'Aristina. Le troisième prince, Martin, rit et demande à Tarkan s'il est heureux que les femmes de Sylvain soient célèbres pour leur beauté, comme son épouse. Cependant, lorsque le frère aux cheveux noirs tourne son regard vers Aristina, au lieu de ce morceau de poussière, il voit une belle fille devant lui. La quatrième princesse, Stalina, tressaillit de surprise, ne comprenant pas pourquoi la blonde est maintenant complètement différente. Tarkan, regardant le changement d'émotion de ses proches, pense qu'ils sont tous proches de la reine et a délibérément loué l'apparence de l'héroïne, sans connaître sa vraie beauté. L'homme devient très intéressé par ce que fera son Altesse lors de sa rencontre avec de hauts responsables d'Airugo. La blonde penche la tête sur le côté, regarde attentivement les gens et leur demande qui ils sont. Paella, la première princesse, dit à Stalina, inquiète de ne montrer aucun doute. La jeune fille ne comprend pas pourquoi les reines, lorsqu'elle les a envoyées ici, ne leur ont pas dit que l'héroïne avait une telle apparence. La première princesse s'adresse à Aristina, lui disant de faire plus attention à ce qu'elle dit la prochaine fois. Paella sourit et prévient la blonde qu'ils ne sont pas des serviteurs envoyés ici. La princesse se regarde en souriant et en planifiant quelque chose. Les filles commencent à se parler du fait que leurs attentes étaient trop élevées, car Aristina ne connaît pas les règles simples de l'étiquette. Le prince remarque que ses sœurs ont soudainement changé de comportement après avoir délibérément félicité leur adversaire. Le discours des membres de la famille royale est comme les épées des chevaliers, car il est rempli de masques et de jeux d'acteurs. Tarkan a de nombreux ennemis dans le palais qui causent des désagréments à son épouse. C'est pourquoi l'homme dit à l'héroïne qu'il vaut mieux qu'elle garde le silence. La jeune fille blonde est en colère contre les paroles du marié, car elle allait au moins démontrer un peu ses capacités. Aristina raconte aux princesses qu'il y a eu un malentendu entre elles. Paella sourit aux paroles de la jeune fille, qualifiant de stupide le fait qu'elle veuille s'expliquer avec elle. Cependant, l'expression du visage de la femme blonde change radicalement. Le regard sombre d'Aristina se tourne vers la première princesse. Le personnage principal dit qu'elle n'a pas demandé aux membres de la famille royale qui ils étaient. Alisher menait un monologue avec elle-même. La blonde dit qu'il lui semblait qu'ils avaient déjà rencontré Paella quelque part. Le visage de la première princesse montre le choc et ne comprend pas comment Aristina a pu se souvenir d'elle dans cette maison. Maintenant, la jeune fille comprend que la question de l'héroïne sur qui elle est a été posée uniquement parce qu'elle a encore son visage en mémoire. Ensuite, la princesse Sylvanusa s'adresse au prince Marten. La jeune fille blonde lui demande s'ils l'ont déjà rencontré. L'homme répond avec bonhomie que c'est probablement le cas, puisqu'il avait déjà visité son état. Cependant, l'héroïne dit qu'elle a le sentiment qu'ils ne se sont pas vus à Sylvain. Marten commence à rire, demandant à Aristina si elle s'était rencontrée dans ses rêves. Paella demande silencieusement à son frère de se taire, car elle est sûre que le blond s'est souvenu d'elle exactement à ce moment-là, à l'entrée du palais. Bien que d'autres personnes aient dit qu'en isolement, la princesse est devenue folle et n'a rien appris. Mais ce n'est absolument pas vrai, et elle est incroyablement intelligente. La vie d'Aristina est un monde qui s'est accidentellement reflété dans l'eau, et il est impossible d'y vivre sans les observations d'une bonne mémoire. Paella remarque que son père s'intéresse beaucoup à l'héroïne. La jeune fille craint que la blonde parle de ce qui s'est passé plus tôt, et que leur visite ne soit alors pas perçue comme quelque chose de drôle. La première princesse se rend compte que la situation devient dangereuse et qu'il est temps pour eux de partir. À ce moment, Stalina crie à l'héroïne qu'elle communique sans vergogne et naturellement avec un autre homme ayant un fiancé. Aristina tourne son regard vers la quatrième princesse et commence à reconnaître son visage. Plus tôt, Stalina avait appelé son Altesse celle dont le sang coulait peu dans la pièce. La jeune fille, remarquant son regard qu'il étudie, demande à la princesse ce qu'elle regarde. Aristina sourit au regard de la quatrième princesse, remplie d'hostilité et de mépris, et pense qu'elle pense comme une enfant.
Stalina commence à s'énerver face à ce sourire, demandant à la blonde si ses paroles lui semblaient drôles. Paella crie à sa sœur de se taire immédiatement. La blonde s'excuse auprès de son Altesse, demandant de la compréhension, puisque la quatrième princesse est encore petite. Aristina boit calmement son thé, pensant que la première princesse est plus avisée. Pour le moment, le prince héritier d'Eyrug n'a pas encore été déterminé. La bataille entre les factions Amir et Tarkan est donc en cours. Contrairement au premier prince, celui aux cheveux noirs est né d'un roturier, ce qui constitue sa faiblesse politique. Cependant, une raison plus problématique réside dans la bataille entre les anciennes et les nouvelles factions. Aristina demande aux princesses si elles doutent de son appartenance à la famille royale. La blonde demande si les filles se soucient de ses origines. L'une des servantes de la reine lui rapporte que les spéciaux royaux sont allés au palais principal. La jeune fille demande avec enthousiasme si tout ira bien, ce à quoi elle reçoit une réponse positive, car il s'agit d'un public non officiel. La reine dit que sa chère Yerenika fera parfaitement le travail. En particulier, la femme a confiance en Paella. Même si elle est la fille d'une concubine, elle est plus avisée que les autres. Dans le même temps, la première princesse Airugo justifie haut et fort les propos de sa sœur par son immaturité. Le troisième prince confirme les propos de la blonde, affirmant que Stalina ne parvient pas encore à distinguer la réalité de la fiction. La jeune fille regarde le prince et la princesse avec horreur dans les yeux, ne comprenant pas pourquoi ils se sont détournés d'elle. Plus tôt, lorsque Stalina et Paella discutaient de mariage avec les Salvan, sa sœur était de son côté. La quatrième princesse ne comprend pas comment tout pourrait se retourner contre elle. Tarkan est surpris de la propreté du travail d'Aristina. Si les Sylvains découvrent ce qui s'est passé aujourd'hui devant l'audience officielle, ils ne manqueront pas l'occasion de l'accuser d'insulte à la famille royale. Un accord de paix dans lequel Airugo deviendrait vainqueur n'a pas encore été conclu, de sorte qu'à l'heure actuelle, l'État barbare marche sur de la glace. Les accords commerciaux, les droits de passage, les droits d'utilisation, tout cela peut être utilisé comme excuse pour permettre aux Sylvains d'obtenir de plus grands avantages. Et dans ce cas, tous les problèmes qui surviennent retomberont sur les épaules de la reine. C'est pourquoi ces deux-là essaient de tout arranger. Le seul problème est de savoir quel parti prend Nephter, le roi d'Airugo. Au départ, lorsqu'Aristina est arrivée dans un autre état, elle n'avait pas l'intention de prêter attention aux actions grossières et voulait simplement que les gens soient au plus silencieux. La blonde remarque que depuis longtemps, le maître des plaines et des monstres ne la quitte pas des yeux. L'héroïne pense que tout ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu, mais elle a réussi à attirer l'attention de Nephter. La princesse pense que cela deviendra un problème pour elle si elle commence à faire des reproches aux filles du souverain et que le mépris du roi ne fera pas non plus son jeu. Aristina sourit à Nephter, lui montrant qu'il ne devrait pas avoir peur d'elle. La blonde frémit en voyant une telle expression sur le visage de son Altesse. La jeune fille imagine la jeune fille blonde se plaignant auprès du dirigeant de la façon dont elle a été reçue, froidement et humiliante. Aristina, dans les pensées de Paella, dit qu'elle a été traitée de montagnarde et insultée à cause de son héritage. La première princesse commence à craindre que son père ne traduise tous les responsables en justice s'il découvre ce qui s'est passé. La jeune fille commence déjà à se demander si elle doit s'en prendre à elle-même, mais elle reprend rapidement ses esprits et se libère du charme d'Aristina. Paella dit à Stalina de s'excuser auprès de la blonde maintenant. La blonde comprend désormais qu'elle et sa sœur étaient trop sensibles aux rumeurs et à leur propre inattention. Stalina commence à trembler de colère et s'excuse auprès d'Aristina d'un ton irrité. L'héroïne demande à la quatrième princesse si elle souhaite lui dire autre chose. Paella regarde sa sœur alors que son visage ne montre aucun remords. La blonde se souvient des paroles de Stalina lorsqu'elle la traitait de petite nez. La blonde répète à la princesse Airugo qu'elle doit présenter des excuses dignes à Aristina. Voyant que Stalina est figée sur place, Paella lui demande de s'expliquer si elle ne veut pas admettre son erreur. La jeune fille s'agenouille et baisse la tête, présentant ses sincères excuses à l'héroïne. Takr Khan se tourne vers la blonde, intéressé par la façon dont la jeune fille a réagi aux excuses de sa sœur.
Au lieu de la réaction attendue sous forme de plaisir, l'homme voit la joie et la fierté sur le visage d'Aristina, qui le regarde. L'homme aux cheveux noirs en est très surpris, puisqu'il imaginait auparavant les Sylvains comme doux et vulnérables. Tarkan sourit, pensant que la jeune fille ressemble à celle qui a installé la princesse du pays, en quelques mots seulement. Aristina remarque que le prince a aimé ce qui est arrivé à sa sœur et se rend compte maintenant qu'il existe de nombreux désaccords entre eux. Cependant, la situation ne s'arrête pas là, puisque l'héroïne décide de la comprendre jusqu'au bout. Blonde s'approche de la 4e princesse et lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Stalina lève la tête, regarde l'héroïne et se souvient qu'elle ne l'a jamais insultée ni demandé d'excuses. Aristina tend la main à la jeune fille et dit qu'elle a simplement demandé si la princesse voulait lui dire autre chose. L'héroïne dit qu'elle est mal à l'aise en voyant la princesse à genoux et lui demande de se lever rapidement. Stalina regarde la fille avec le désespoir dans les yeux, sentant sa supériorité absolue en tout. La seule pensée qui se fige dans la tête de la jeune fille est que la jeune fille blonde ressemble à son père. Le roi sourit de l'intelligence d'Aristina, car elle sait utiliser habilement sa position. Les actions de l'héroïne étaient audacieuses et non moins prudentes, dans les limites de la décence. Le souverain Airugo dit aux invités arrivés soudainement d'arrêter de faire des dégâts et leur demande de s'asseoir. Le prince et la princesse se regardent et se rendent compte qu'ils ont agi de manière trop imprudente. Soudain, Yerenika se lève de son siège, disant que son père a raison et qu'ils se sont comportés si grossièrement en ce jour si joyeux. Paella regarde sa sœur avec hostilité parce qu'elle a choisi de manière trompeuse une position qui lui convenait. La jeune fille aux cheveux roses continue en disant qu'elle serait très triste si, après une telle explosion, Aristina ne les aime pas. Le personnage principal étudie attentivement Yerenika, remarquant qu'elle a un physique fragile, une peau claire et que ses yeux sont les mêmes que ceux du roi, turquoise. La fille est la fille de la reine, ce qui signifie qu'elle est la sœur cadette d'Amira et la 2e princesse d'Airugo. La fille aux cheveux roses s'approche d'Aristina et lui demande de l'appeler Tina. Après cette demande, un sourire de serpent se dessine sur le visage de la jeune fille. En entendant son nom abrégé, la femme blonde est frappée par l'idée d'avoir un enfant. Dans la petite enfance, l'héroïne était en bons termes avec une fille aux cheveux couleur de soleil. De souvenirs chaleureux, Aristina, sans hésitation, accepte avec joie la demande d'Erenika. La 2e princesse sourit largement, heureuse que la blonde lui ait permis de l'appeler par son prénom abrégé. L'héroïne explique à la fille aux cheveux roses qu'elle ressemble à sa sœur cadette, qui est très belle et douce. Auparavant, lorsque la 2e princesse de Sylvain était bébé, Aristina la surveillait toujours. Pour la blonde, sa sœur est restée mignonne, même lorsque l'héroïne a été emprisonnée à cause d'elle. Les filles s'assoient et parlent gentiment, et la fille aux cheveux roses est heureuse d'avoir réussi à se faufiler entre les héros. Yerenika réfléchit à quel point elle est douce et belle parce qu'elle a protégé Aristina de ses méchants parents. La princesse se tourne vers l'héroïne en lui disant de la contacter si quelque chose ne lui convient pas dans le palais. Une drôle de pensée traverse les pensées de la blonde. Si la femme aux cheveux roses est prête à tout aider, alors elle peut le faire avec son devoir conjugal. La jeune fille sourit gentiment et remercie Yerenik, ignorant les formalités. La princesse se couvre alors la bouche, s'en excuse et demande si elle peut s'adresser à la personne royale de manière informelle. La fille de la reine répond maladroitement que cette demande la gêne et, dans son cœur, elle est en colère contre les paroles d'Aristina. La blonde dit qu'elle a mal compris la fille, pensant qu'il pourrait ne pas adhérer à l'étiquette depuis qu'ils sont devenus proches. Sylvanka dit qu'elle ne comprend pas très bien ces formalités, alors elle a pensé qu'elles étaient devenues sœurs. Yerenika agite la main et sourit maladroitement, disant que l'héroïne a raison. L'héroïne demande joyeusement à la fille si elle accepte alors un moyen de communication informel. La fille aux cheveux roses commence à être très ennuyée que la princesse ne comprenne pas le moindre indice, comme si toute sa vie, elle n'avait communiqué qu'avec les murs.
Aristina dit à Yerenik que sa sœur l'a toujours traité avec respect et qu'elle lui a même parlé formellement dès son plus jeune âge. Après ces mots, Martin n'en peut plus et commence à se moquer de la fille aux cheveux roses. Yerenika se tourne vers lui et lui demande d'un air menaçant ce qui l'a tant amusé. Après une petite dispute avec son frère, la deuxième princesse se retourne vers Aristina, remarquant qu'elle regarde délibérément quelque part. La jeune fille suit le regard de la blonde et remarque qu'elle ne quitte pas Finfrène des yeux. Yerenika se rend compte que l'héroïne ne sait pas que s'ils apportent cette gelée à son père, il la lui donne toujours. La fille aux cheveux roses fait une jolie expression sur son visage et dit de la même voix qu'elle aime beaucoup ce plat. La seconde princesse dit que le roi peut lui donner sa part comme d'habitude. Cependant, après ces mots, le silence tombe dans la salle et toute l'attention se concentre sur la gelée tendue au souverain. Aristina, au lieu d'essayer Finfrane elle-même, a décidé d'en offrir à Nephter. La jeune fille blonde regarde le seigneur des plaines monstrueuses avec ses yeux innocents, lui demandant d'ouvrir la bouche. L'homme demande avec surprise si la princesse veut le nourrir. L'héroïne se tourne vers le roi, l'appelle père et répond positivement à sa question. Yerenika frappe la table, traitant Tina de folle et lui demande de faire attention à ses paroles. Tarkan dit à sa sœur qu'après le mariage, la blonde deviendra leur famille. C'est donc une bonne idée de s'adresser tout de suite aux dirigeants comme ça. Aux cheveux noirs dit qu'il est étrange d'entendre l'indignation d'Erenika à ce sujet. La jeune fille hésite à cause des paroles de son frère, puisqu'elle s'adressait auparavant à l'héroïne en tant que membre de la famille. Aristina dit à Nephter que s'il n'aime pas ça, elle se corrigera. Au lieu de répondre, le seigneur des plaines monstrueuses mange la gelée qu'il tend sur sa fourchette. Tous les serviteurs se figent de surprise, ne comprenant pas ce qu'ils viennent de voir. Les ouvriers du palais ne comprennent pas comment le grand roi du métal et du sang peut faire une telle chose. Après avoir terminé Finfranc, l'homme dit à la blonde qu'elle peut l'appeler son père. D'après les paroles de Nephter, une rougeur apparaît sur le visage du personnage principal. Les serviteurs discutent du fait que Sa Majesté a mangé un dessert auquel il n'avait jamais touché auparavant. Yerenika regarde la princesse Sylvanus sous le choc, désormais convaincue que la jeune fille connaît le secret de son père. Aristina continue avec enthousiasme de nourrir le roi Finfrand. Les enfants de Sa Majesté ont l'air surpris, pensant à tout ce que Lord Airugo peut gérer de plus. La jeune fille blonde demande avec intérêt à Nephter s'il aime le dessert. L'homme transpire à la question de la jeune fille et réfléchit longuement à la réponse. Enfin, le roi dit que le dessert est très savoureux. Une telle réponse de son père surprend Tarkan et il demande avec des gestes ce qui est arrivé à sa fierté et à sa grandeur. Nephter détourne le regard et continue de mâcher la gelée. Aristina regarde Finfrand, pensant qu'il est assez difficile à saisir. Cependant, l'héroïne avait déjà vu sa sœur cadette faire un acte similaire pour leur père. Utilisant l'œil du roi, la blonde apprit à soulever de l'argile avec une fourchette. La petite fille essaya d'attirer l'attention du roi, mais lorsqu'elle réalisa qu'il n'avait pas besoin de sa fille, mais de ses capacités, elle abandonna ses tentatives. Soudain, on entend frapper du côté où est assise Yerenika. Une tasse de thé, apparemment déséquilibrée, a accidentellement glissé des mains de la jeune fille. La jeune fille aux cheveux roses crie après les serviteurs, les grondant pour lui avoir apporté une tasse non testée. Paella est surprise que la jeune fille, qui surveille habituellement son apparence, élève la voix. Aristina est distraite et la gelée glisse accidentellement de sa fourchette et atterrit dans la soucoupe. En regardant Finfrane déchu, la jeune fille pense qu'elle ne pourrait certainement pas se comporter ainsi avec son père. Sa Majesté a un secret que ni les serviteurs ni même Tarkan ne connaissent. Il y avait une raison pour laquelle la jeune fille aux cheveux roses mangeait la gelée du roi à chaque fois. Le fait était que son poignet droit était blessé. Bien que cette blessure n'affecte en rien sa vie, en temps de guerre, elle peut facilement provoquer des troubles. Une blessure peut inquiéter la population et miner le moral des soldats. Et comme les aliments glissants comme la gelée pouvaient éveiller les soupçons, il préférait les éviter. Seuls les médecins traitants et la princesse Yerenika connaissent ce secret.
Un jour, alors qu'un serviteur amena Frinfran au roi, celui-ci le repoussa, disant qu'il donnait la gelée à la seconde princesse. Après cela, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la princesse était si douce qu'elle adoucissait le roi sérieux. Les gens disaient que parmi les princesses, le souverain favorisait le plus Erenikshü. Et c'est précisément ce qui peut devenir un soutien fiable pour le prince Hamir et la reine. C'était le plan de la jeune fille, renforcer la position de son frère et faire en sorte que tout le monde l'appelle la préférée de son père. Aristina pense que si la femme aux cheveux roses veut protéger le secret de Nephter, elle devrait simplement la laisser le nourrir. La blonde regarde le marié et se rend compte qu'elle avait raison lorsqu'elle pensait que pour l'ignorant Tarkan, ses actions sembleraient déraisonnables. L'héroïne tourne le regard en arrière, pensant qu'il n'y a rien de plus triste que de ne pas pouvoir manger son plat préféré. La princesse essaye de savoir si l'homme est en colère parce qu'il est traité comme un enfant. Bien que la jeune fille soit habituée à la communication formelle, elle ne sait pas comment l'interlocuteur pourrait réagir dans une telle situation. Nephter brise enfin le silence et dit que même si ce n'est pas lui qui a initié ce mariage, il est content de tout. Le roi demande ce que l'héroïne veut pour le divertir. Les yeux d'Aristina s'écarquillent de surprise lorsque le dirigeant lui pose cette question, l'adressant par son surnom, Tina. Pour la première fois de sa vie, la princesse s'entendit enfin s'adresser à un prénom diminutif. L'homme remarque le choc de la blonde et lui demande si c'est trop pour elle. La jeune fille touche ses doigts avec embarras, se persuadant qu'elle ne devrait pas y attacher beaucoup d'importance. Cependant, dans son cœur, elle sent que le roi est vraiment devenu son père, alors elle lui dit qu'elle est très heureuse. Aristina sourit largement et lui rappelle les paroles de Nephter sur son désir et dit qu'il a frappé juste. Les serviteurs sont surpris par les déclarations informelles adressées aux dirigeants. La blonde pense que même si elle a nourri l'homme, parce qu'elle l'a vu à travers ses yeux, elle-même ne s'attendait pas à oser faire une telle chose. Nephter demande au personnage principal ce qu'elle veut, précisant qu'il s'agit peut-être de terres pleines de pierres précieuses. Aristina regarde Tarkan, lui montrant qu'elle est prête à révéler le véritable but de sa visite. L'héroïne dit d'un ton confiant qu'elle veut laver Aerugo de la réputation du pays des barbares. Tout le monde réuni dans le bureau du roi regarde la princesse sous le choc, ne croyant pas ce qu'elle vient de dire. Blonde avec ses compétences, est exactement le genre de contrat qui mérite d'être imprimé sans en lire les termes. Au bout d'un moment, les héros parcourent le territoire du palais, déjà peint aux couleurs du coucher du soleil. Tarkan regarde Aristina, se rappelant à quel point tout le monde était choqué par sa déclaration. L'homme arrête la jeune fille et lui demande de lui accorder un peu de son temps. Cependant, la jeune fille recommence à avancer, disant qu'elle est occupée maintenant. L'homme aux cheveux noirs la suit et lui demande encore une fois de lui accorder quelques minutes. L'héroïne se tourne vers Tarkan et lui dit que puisqu'il le demande, elle accepte. Les héros s'assoient à table et le prince dit qu'Aristina peut vraiment lui être utile. L'homme mentionne que la scène jouée par son frère et ses sœurs était un spectacle assez fascinant. La jeune fille blonde est heureuse dans son cœur, que tout se passe comme elle l'avait prévu. Tarkan regarde attentivement le visage de l'héroïne, remarquant qu'elle a l'air trop heureuse. L'homme aux cheveux noirs confond Aristina en lui disant qu'il a autre chose à dire. La jeune fille excitée demande au marié s'il a vu à quel point elle est bonne et s'il a entendu sa demande auprès du roi. L'homme détourne le regard et dit avec désintéressement que cela n'est que bénéfique pour son père. La blonde se détourne du héros d'un air suffisant, lui demandant pourquoi il l'a appelée ici, puisqu'elle est si inutile. À cela, Tarkan répond qu'il sait qu'Aristina pleurait. La jeune fille regarde le marié avec perplexité, ne se souvenant pas de cette situation. Aux cheveux noirs explique que cela s'est produit lorsqu'elle est arrivée au palais et qu'elle a été accueillie par la progéniture royale. La blonde étale de la confiture sur son pain, tout en se demandant pourquoi elle pourrait alors pleurer. Tarkan dit maladroitement que puisque l'héroïne est la princesse de Sylvain, elle n'est pas habituée à de telles choses. Aristina répond calmement que ce n'est pas nouveau pour elle. L'homme change de visage et demande à la mariée ce qu'elle entend par là. La princesse regarde l'homme aux cheveux noirs, surprise de ce changement d'humeur.
Soudain, la jeune fille réalise ce que son fiancé ne sait pas d'elle. Tina demande à Tarkan s'il sait qu'elle était en captivité. Le héros regarde la mariée avec surprise, ne croyant pas ce qu'il vient d'entendre. La blonde est étonnée de voir à quel point l'homme était indifférent à sa propre épouse, car toute la famille royale le sait. Aristina se souvient de sa première vision dans ce palais, lorsque le prince ne l'aimait pas, mais ce n'était peut-être pas à cause de sa négligence. La princesse tape pensivement sur la table, pensant qu'elle a peut-être compris ce qui inquiète son client. L'héroïne dit aux mariés qu'ils contracteront de toute façon un mariage politique et qu'ils doivent donc améliorer leur relation. Ensuite, la jeune fille lève le couteau et demande directement à son Altesse s'il veut que la guerre continue. L'homme demande avec perplexité de quoi parle sa fiancée. La blonde fronça les sourcils, pensant qu'il valait mieux que Tarkan réponde honnêtement. À l'heure actuelle, Sylvain se prépare activement à la guerre. Et parmi les affaires de la princesse ramenée de son pays natal, il y a un poison mortel pour tuer la princesse aux cheveux noirs. Au même moment, pendant que les héros sont seuls les uns avec les autres, le reste des Sylvains visite le palais. L'une des filles dit à la rousse qu'elle s'était trompée à propos de l'homme dont la rumeur disait qu'il était un monstre. Sylvanki commence à discuter de la beauté de l'homme aux cheveux noirs, notant qu'il ne convient pas à leur princesse. Lady Brody dit que le prince va bientôt se désintéresser de la blonde, car il verra à quel point elle est sauvage. La blonde dit rêveusement qu'en tant que servante la plus proche de son Altesse, elle doit prendre soin de son mari. Les conversations de la dame sont interrompues par le chevalier de Sylvain qui court vers elle. Un homme crie à toute la zone que la princesse est partie rencontrer le roi Airugo. Le chevalier dit que leur audience est déjà terminée et que maintenant la princesse parle seule avec le barbare. La rousse montre les dents, irritée par les agissements d'Aristina, car elle n'a toujours pas compris sa place. Tarkan répond à la question de la blonde. Évidemment, il y a des gens qui ont soif de guerre. Après cela, l'homme lève son regard confiant vers la jeune fille et dit qu'il ne fait pas partie de ces personnes. L'héroïne remet le couteau en disant qu'elle l'a compris. L'homme aux cheveux noirs demande à la mariée pourquoi elle a décidé de lui poser des questions à ce sujet. La princesse Sylvanusa lui dit que le fait est que le moyen le plus simple de gagner la guerre est de la tuer. Tarkan serre le poing, affirmant qu'il existe d'autres méthodes pour gagner la guerre. Aristina commence à énumérer les options dans lesquelles elle peut devenir une espionne de Sylvain, ou endormir la vigilance du prince et tenter de le tuer. Cependant, la jeune fille ne comprend pas pourquoi elle devrait prendre de tels risques pour le bien de ceux pour qui elle n'a pas de bons sentiments. L'homme demande à la blonde si elle est venue ici contre son plein gré. La princesse dit que Tarkan a raison et qu'il est facile de découvrir le fait de son emprisonnement après une petite enquête. L'homme aux cheveux noirs réfléchit que ce sujet n'est pas quelque chose de facile à aborder. Si le roi de Sylvain ne voulait pas tellement voir sa fille qu'il l'a isolée, alors il y a de fortes chances que le mariage ait été arrangé pour le bien de sa mort. La jeune fille joint les paumes en disant qu'elle ne veut pas mourir, tout comme son fiancé ne veut pas déclencher une guerre. La princesse dit qu'elle peut reprendre le travail qu'il n'a pas pu accomplir pendant son absence. Tarkan baisse la tête et demande à Aristina si son seul désir est de l'aider. La blonde sourit joyeusement et dit qu'elle fera de son mieux pour assurer sa sécurité. L'homme aux cheveux noirs se rend compte que tout ce long dialogue sur le syndicat avait pour but de lui sauver la vie. L'homme pense que sa sécurité est une évidence. Tarkan ne comprend pas comment la femme blonde a été traitée à l'époque, puisqu'elle ne se souciait pas de savoir qui était son partenaire. Auparavant, le prince était furieux de l'expression constamment calme de la jeune fille. L'homme aux cheveux noirs serre le poing encore plus fort, essayant de comprendre pourquoi il est si en colère contre les Sylvains. Tandis que l'homme était plongé en lui-même, Aristina se demandait insouciante si elle pourrait finir le dernier cookie. En conséquence, la blonde l'a mangé et a décidé de le boire avec du thé chaud pour se réchauffer la gorge, qui lui faisait mal à cause de la verbosité inhabituelle. La princesse se demande si son sourire constant, qu'elle montre avec tant de diligence, a l'air étrange. Avant cela, l'héroïne voyait à travers l'œil du roi que pour mieux convaincre son interlocuteur, elle avait besoin de sourire davantage.
En regardant Tarkan, la jeune fille se demande si elle a bien réussi la première fois à mener de longues conversations. Si vous regardez le prince maintenant, il a l'air plus doux, même s'il a encore quelque chose de pervers. Aristina commence soudain à s'inquiéter et pense que c'est le moment. La femme blonde s'adresse au marié en tant que partenaire, le surprenant ainsi. La princesse tend la main à l'homme, lui proposant de s'entraider pour la sécurité commune. Un doux sourire s'étend sur le visage de l'héroïne pour paraître aussi amicale et inoffensive que possible. Tarkan demande à Aristina si elle comprend ce que cela signifie. La jeune fille commence à sourire encore plus, demandant au marié s'il sait ce qu'est un mariage politique. L'homme aux cheveux noirs sourit, disant que bien sûr, il sait ce que c'est. Le prince se lève de son siège et les héros se serrent la main. La blonde dit joyeusement qu'ils auront un bon partenariat. L'homme demande si sa fiancée veut autre chose que ça. Les yeux de la jeune fille brillent d'excitation et elle dit qu'elle a une excellente idée d'entreprise. Le regard de la blatte s'assombrit lorsqu'il entend les paroles de la jeune fille, car il s'attendait à une réaction différente. Après avoir rencontré son fiancé, Aristina se promène dans le parc du palais, bouleversée par le fait que Tarkan ne soit pas encore prêt pour ses nouveaux projets. Sur son chemin, la jeune fille rencontre le même chevalier qui a révélé aux servantes où elle se trouvait. L'homme criera avec colère après la fille, l'accusant de comportement inapproprié. Le Sylvain est tellement en colère car il a reçu une réprimande des servantes et va maintenant intimider la princesse pour qu'elle ne disparaisse plus. Le prince Aerugo apparaît derrière la jeune fille, passant son bras autour de son épaule. Ne s'attendant pas à une telle tournure des événements, le chevalier commence à trembler et à avoir peur. Tarkan se dirige vers l'homme, l'obligeant à reculer d'un pas. Le Sylvanien dit qu'il s'agit d'affaires internes de Sylvain et que le prince ne devrait pas y prêter attention. Le chevalier, espérant l'aide de la princesse, la regarde d'un air suppliant. Cependant, Aristina hausse les épaules, ne comprenant pas pourquoi elle devrait faire quoi que ce soit. L'homme aux cheveux noirs dit que cette affaire concerne avant tout sa fiancée. Son Altesse s'approche du Sylvain, l'avertissant qu'un chien qui sourit à son propriétaire est inutile. Sans dire un autre mot, Tarkan frappe l'homme à la jambe avec un coup, l'envoyant voler. Le prince marche sur la tête du chevalier et celui-ci commence à crier qu'il déposera une protestation officielle contre les actions du héros. L'homme aux cheveux noirs réagit calmement à cela, acceptant les paroles du Sylvanian. Tarkan tourne son regard vers Aristina, disant qu'il agira comme le demande le propriétaire de ce chien. Son Altesse regarde la blonde avec intérêt, attendant de voir ce qu'elle va faire. Le chevalier crie à la jeune fille de dire rapidement au prince de lui retirer son pied. L'homme ne comprend pas pourquoi l'héroïne n'est pas pressée d'apaiser son fiancé, mais semble seulement confuse. La blonde se souvient que les Sylvains se sont toujours comportés de cette façon. Aristina se souvient comment les chevaliers, pensant que personne ne pouvait les entendre, discutaient de sa faible intelligence et de sa beauté sur la route d'Aerugo. Le même chevalier qui repose maintenant sous les pieds du prince a ensuite déclaré avec assurance que la princesse serait certainement reconnaissante s'ils lui donnaient leur amour. Une fois, l'héroïne a surpris les chevaliers en train de regarder pendant qu'elle changeait de vêtements. Bien que l'homme se soit alors excusé, ses mots suivants furent un regret de ne pas avoir ouvert le rideau plus tôt. Aristina ne comprend pas comment, après quelque chose comme ça, elle a le courage de lui demander de l'aide. La femme blonde s'approche de son fiancé et pose sa main sur la sienne. La jeune fille dit que mari et femme ne font qu'un seul corps et qu'une seule chose. Après ces mots, l'héroïne sourit d'un air menaçant et demande à Tarkan de marcher à nouveau sur le prince. Les deux hommes sont très surpris par la réponse de la princesse. Le prince regarde alors mystérieusement Aristina, disant qu'il fera ce que souhaite son épouse. Le chevalier, sans orientation, tourne son regard d'abord vers Tarkan, puis vers le blond, lui demandant de ne pas faire cela. L'homme lève sa jambe au-dessus du corps du Sylvanian et un grand cri se fait entendre dans tout le parc du palais. Après avoir traité le chevalier, l'homme aux cheveux noirs demande au serviteur de l'emprisonner en prison. L'héroïne regarde attentivement sa paume, se souvenant de la force de la main du marié. Ensuite, la princesse pense que puisque Tarkan est un guerrier, il lui était facile de s'occuper du chevalier.
Le prince remarque le regard de quelqu'un qui lui brûle le dos et se retourne. Voyant qu'il s'agit d'Aristina, l'homme aux cheveux noirs se détourne, embarrassé. La jeune fille pense que lorsque Tarquin bat les autres, il se sent ravi, mais elle respecte ses goûts. Le serviteur demande à l'homme s'il va bien, ce à quoi il répond qu'il ressent une sorte de regard menaçant. La blonde entre dans sa chambre et regarde autour d'elle. L'héroïne constate que même si elle n'utilisera cette pièce qu'avant la cérémonie de mariage, elle est parfaitement propre. Aristina sourit car elle se sent vraiment la bienvenue ici. La princesse pense que même si d'autres disent qu'elle est venue à Eïrougo pour mourir, elle est vraiment heureuse de partir selon sa convenance. Soudain, les pensées de la jeune fille sont interrompues par une voix qui l'appelle. Lady Brody crie à l'héroïne qu'elle ne l'entend pas du tout. La rousse et la blonde attendent le moment où toutes les servantes d'Eïrougo quitteront les appartements. Après cela, les portes menant à la chambre se ferment et l'obscurité tombe dans la pièce. Les servantes de Sylvain demandent d'un ton menaçant à la princesse si elle veut leur expliquer quelque chose. Aristina demande à la rousse si elle comprend les aboiements des chiens. La jeune fille répond que non, bien sûr. La servante rit alors en disant que son Altesse semble avoir maîtrisé le langage des chiens en raison de son incapacité à communiquer avec les humains. La blonde soupire et dit que les dames ne peuvent même pas être au niveau des chiens. Les servantes sont émerveillées par les paroles de l'héroïne, réalisant comment elle vient de les appeler. La princesse se détourne des filles, réalisant que les chiens sont bien plus gentils qu'elle et ont le sens du devoir et de la confiance. Aristina s'assoit sur le canapé et dit que j'ai entendu des aboiements. Mais c'était trop fréquent pour que même un chien n'en soit pas capable. Les dames issues des plus hautes familles aristocratiques sont appelées compagnes de palais. Ces filles sont différentes des servantes ordinaires, car elles deviennent des interlocuteurs pour la royauté. Cependant, les servantes de la première princesse de Sylvain venaient de milieux discrets. En d'autres termes, ce sont des dames ordinaires. En entrant dans le palais abandonné de la princesse, ces personnes se contentent généralement de rire et pillent petit à petit le budget. La rousse crie après l'héroïne, lui demandant comment elle vient de les appeler et ce que le roi ferait s'il apprenait un tel comportement. La blonde est d'accord avec tous les mots, souhaitant que les dames partent rapidement. La servante se souvient qu'Aristina était toujours comme ça. Peu importe à quel point elle était grondée, elle était négligente et ne comprenait rien. Même lorsque les vêtements de la princesse étaient troués et usés par des pieds sales et que des décombres étaient ajoutés à sa nourriture, elle était une fille stupide. La jeune fille aux cheveux roux est en colère contre l'héroïne qui, à cause d'elle, a dû aller dans un autre état et devenir sa nounou. La servante rappelle à la blonde ses devoirs. Aristina demande avec perplexité de quelles tâches il s'agit. La jeune fille sourit en disant que le rôle d'une princesse est la mort. Les autres bonnes se regardent, ne comprenant pas de quoi parle leur amie. La femme rousse attend que la blonde, qui bat toujours des yeux, hoche la tête. La princesse dit que la jeune fille se trompe, puisqu'ils sont maintenant à Eïrougo et non à Sylvain. Les servantes s'exclament sous le choc qu'Aristina n'était fière que de cela. L'héroïne dit que les filles ne peuvent même pas être avec des chiens, car elles n'ont aucune idée de la manière dont elles devraient se comporter à l'avenir. Lady Brody et la blonde se regardent, car elles ne s'attendaient pas à être interrompues. La blonde penche la tête sur le côté, se demandant ce qu'elle devrait faire des bâtards sauvages. Les filles crient à nouveau après la princesse, disant qu'elles rapporteront son comportement à Sa Majesté. Les servantes demandent à l'héroïne si elle a vu la réaction de la progéniture royale, qu'il a immédiatement détestée. Aristina est déçue et traite ses compagnons d'étroitesse d'esprit. La jeune fille blonde étudie les filles avec ses yeux, se demandant si elle doit leur montrer la réalité. Lady Brody demande à Lady Rosalina de dire quelque chose à la princesse, car un tel comportement ne peut être toléré. La rousse se souvient d'une rumeur selon laquelle le fiancé d'Aristina aurait battu un chevalier. Après quoi, la servante se rend compte que tous ces clignements d'yeux se sont transformés en bâillements, en réponse, ne couvrant que les griffes de son Altesse. L'héroïne, qui utilisait le masque d'une fille folle ou stupide,
trompait parfaitement tout le monde pendant tout ce temps. La princesse dit à ses compagnons que les chiens sont très intelligents. Si on leur dit de s'asseoir, ils s'assoient. Aristina se tourne vers Lady Rosaline et lui demande où elle peut trouver un chien aussi obéissant. La servante regarde la blonde avec irritation et peur, tremblante de colère. Soudain, les yeux des autres compagnons s'écarquillèrent de surprise. Lady Rosalina s'agenouilla devant la princesse et posa sa tête sur ses genoux. La servante, rouge d'embarras, se rend compte que pendant tout ce temps, c'est elle qui s'est le plus moquée de la princesse. Si tout cela est révélé, alors la femme rousse n'échappera pas à sa responsabilité, car elle n'a aucun lien à Airugo. Les filles restent bouche bée lorsqu'elles entendent leur amie se mettre à aboyer à côté de son Altesse. Aristina a l'air contente de Lady Rosalina, qui a changé de position si rapidement. Blonde se tourne vers la servante et lui dit que c'est une très bonne chose à faire, puisqu'elle a maintenant un chien. La rousse fait un autre bruit de chien, décidant que si elle veut faire quelque chose, elle doit le faire avec précaution. La blonde se serre la tête, ne comprenant pas ce qui arrive à son amie. La princesse met une balle dans la gueule de son chien, qu'elle tient avec succès. Aristina félicite la fille pour cela, disant qu'elle peut en fait être assez mignonne. Rosalina comprend que même si rien ne peut être changé, elle est prête à faire beaucoup pour survivre. Le blond dit à la bonne qu'il veut en faire un chien de chasse. La rousse sourit, car ce comportement lui conviendrait mieux que d'être mignonne. Rosalina va apporter le trophée que veut sa maîtresse, et quand tout le gibier sera attrapé, Aristina sera la seule cible. La princesse dit au chien qu'elle veut voir ses talents de chasseuse, mais elle va d'abord jouer un peu plus avec lui. À cela, la jeune fille sourit maladroitement, prête à s'humilier à nouveau devant sa maîtresse. Au même moment, Tarkan est sur le terrain d'entraînement d'Airugo. L'homme se souvient de ce que les gens disaient sur ses origines et du fait que Kaimr deviendra le prochain prince héritier. L'homme aux cheveux noirs coupe une feuille qui passe pour chasser les pensées inutiles. Bien que son Altesse n'ait pas honte de son origine, le mariage avec la famille Sylvain est l'intention du roi pour compenser la faiblesse politique de Tarkan. Le prince comprend que la lutte pour le trône devient de plus en plus sérieuse et qu'une bataille ne peut être évitée. Durand s'approche du héros, l'informant que toutes les guerres se sont rassemblées et lui demandant de se rendre dans la salle de réunion. Lorsque les hommes quittent la place d'armes, les statues, du fait de l'entraînement passé, se brisent en morceaux. Tarkan s'assoit à sa place, annonçant que la réunion a commencé. L'une des personnes présentes propose de commencer par un reportage sur le cadavre d'un monstre retrouvé hier. L'homme dit qu'on leur demande de reprogrammer le traitement des pierres magiques extraites à l'Est. Il y a aussi des rapports en provenance du Sud, faisant état d'une augmentation du nombre de monstres. L'homme propose d'effectuer un grand nettoyage avant l'arrivée de l'hiver. Puis un jour, la conversation lors de la réunion se tourne vers la princesse de Sylvain, et tout le monde commence à discuter de quel genre de personne elle est. Cependant, un tel prince apaise rapidement ces sujets d'un seul mot. Tarkan s'adresse à l'homme même qui a signalé la découverte du cadavre du monstre, l'appelant Jacqualen. Le prince demande à Jacqualen s'il a découvert pourquoi Aristina a été isolée. L'homme raconte que plus tôt, avant l'arrivée de la femme blonde, il avait fait un rapport contenant des informations la concernant. Cependant, son Altesse a alors déclaré que c'était un bon petit bois et a tout brûlé dans la cheminée. Tarkan se demande si c'est ce dont Jacqualen vient de parler. L'homme continue, en disant que le prince l'a menacé, que s'il perdait du temps sur des choses insignifiantes, il lui serait permis d'aller chercher du bois de chauffage. En voyant une telle réaction, l'homme aux cheveux noirs comprend que cela pourrait réellement arriver. Par ressentiment, Jacqualin se met à pleurer encore plus fort, jetant sur la table le journal contenant le rapport sur les monstres. Le prince demande de ne plus retarder les nouvelles de la princesse à l'avenir et de lui en faire part immédiatement. Tous ceux qui sont rassemblés regardent Tarkan avec surprise, ne croyant pas qu'il ait changé l'ordre. Jacqualin commence à penser que lorsque les héros se sont rencontrés dans la vie, Aristina a commencé à aimer son Altesse. Le noir précise que la blonde est une clé importante et qu'il doit tout savoir d'elle, puisque la guerre n'est pas encore finie. Après cela, le prince demande où se trouve actuellement le général Moukali,
ce à quoi on lui répond qu'il a fait une tournée sur la ligne de front ouest. Tarkan demande à l'informer du retour du général au palais. Au bout d'un moment, l'homme aux cheveux noirs va donner d'autres ordres à ses serviteurs. Tout le monde était tendu, tandis que le prince faisait une longue pause. Les hommes décident qu'ils accepteront n'importe quel ordre de son Altesse et qu'ils passeront par le feu et l'eau pour l'exécuter. Tarkan demande à contacter un chef qui maîtrise bien la confection de gâteaux. Tout le monde répond à l'unisson qu'il répondra immédiatement à la demande. Cependant, après cela, tout le monde réalise ce que l'homme aux cheveux noirs vient de dire. Le lendemain, le personnage principal se réveille au chant des oiseaux qui se nourrissent et remarque qu'il fait déjà jour. La jeune fille serre le drap, pensant qu'elle n'a pas dormi depuis longtemps, lavée, avec des vêtements propres et sur un lit confortable. La princesse serre l'oreiller dans ses bras et se roule d'un côté à l'autre, profitant de la douce couverture en laine de mouton. La jeune fille blonde tape sur le matelas comme un enfant, remarquant qu'il est très élastique. Aristina se bat joyeusement les jambes, enveloppée dans une couverture douce. Cependant, l'héroïne arrête de le faire lorsqu'elle remarque un invité dans sa chambre. Tarkan regarde la fille et lui demande si elle s'amuse. La princesse demande à l'homme ce qu'il fait ici. L'homme aux cheveux noirs répond qu'en tant que mari, il n'a pas besoin de raison pour venir dans la chambre de sa femme. Aristina dit qu'ils ne sont pas encore mariés, ce à quoi le prince se plaint qu'après le mariage, il pourra venir quand il le voudra. La blonde dit maladroitement qu'elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que son mari ait du temps libre. Tarkan se fige après ces mots, puisque c'est la première fois de sa vie qu'il entend une telle chose. Tina reproche à l'homme de ne pas l'avoir réveillé, car il a définitivement quelque chose à faire. Lorsque l'homme aux cheveux noirs s'est approché de la jeune fille, il a d'abord attendu dehors. Cependant, la servante l'informa que le blond ne s'était pas encore réveillé. Ensuite, le prince décida de se rendre au terrain d'entraînement, où il entraîna les chevaliers. Ensuite, je suis allée travailler et j'ai écouté le rapport sur les travaux. Après avoir fait beaucoup de choses, l'homme revint dans la chambre de la mariée. Mais à ce moment-là, elle dormait encore. L'une des servantes de son Altesse a dit à Tarkan que la blonde avait l'habitude de s'amuser, ce qui était un peu problématique. Par conséquent, la jeune fille a invité l'homme aux cheveux noirs à prendre une tasse de thé avec eux avant que sa fiancée ne se réveille. Le prince se souvenait des visages de ses servantes qui se moquaient hier de leur maîtresse. Tarkan pensait que son chemin était bloqué précisément parce qu'à ce moment-là, l'héroïne pleurait à cause de leurs insultes. Ces pensées forcèrent l'homme à faire irruption dans les appartements du Sylvain. Cependant, l'homme aux cheveux noirs ne vit que la princesse endormie calmement. À partir de ses souvenirs, le second prince devient embarrassé et tourne la tête sur le côté. Blonde le remarque et pense que c'est une situation populaire dans les films. Aristina pointe du doigt son fiancé, lui demandant si elle ressemblait à un ange, et c'est pour cela qu'il n'a pas pu la réveiller. Les paroles de la jeune fille plongent à nouveau le prince dans la stupeur. L'héroïne remarque que l'homme aux cheveux noirs s'est dirigé tranquillement vers le rideau de son lit et, se cachant derrière le thé, l'a regardé secrètement. L'homme se met à transpirer abondamment, demandant silencieusement à la princesse d'arrêter d'en parler. Aristina dit maladroitement qu'elle respecte les différents goûts des gens, mais demande de ne pas les exercer sur elle. Tarkan nie tout avec véhémence, affirmant qu'il n'a jamais eu quelque chose de pareil en tête, mais il ne le croit pas. Pour arrêter de parler de ça, Tarkan pose des papiers emballés sur la table. La princesse les prend, pensant qu'il s'agit d'une enveloppe contenant des documents, mais le contenu la surprend grandement.